Bonjour et bienvenue dans Doc Doc Doc. Un choc, un traumatisme, combien de temps ça dure? Est-ce qu'on en guérit? Est-ce qu'on en revient? Est-ce qu'on peut passer à autre chose? Et nous, en tant que spectateurs de ça, est-ce qu'on peut tout encaisser sans conséquence? Dans Doc Doc Doc, au fil des numéros, j'ai analysé des films pour rencontrer des gens, comprendre des trajectoires, ressentir le poids d'autres vies que la mienne. Ainsi, on peut remettre du sens. Faire partie d'une communauté sensible avec d'autres humains. La conscience se réveille. Les docs deviennent presque des souvenirs, des expériences en plus. Je veux faire le contraire des flash infos. Le documentaire permet ça. À la fin de chaque film, le spectateur se sent concerné par d'autres existences, des douleurs qu'il se met à partager, des injustices qui l'émeuvent intimement, parce qu'il a simplement choisi de les écouter. Les souffrances, d'un seul coup, résonnent. Le témoignage qu'une victime confie affecte celui qu'il reçoit. Ce que les mots veulent vraiment dire à hauteur d'être humain. C'est pas rien d'évoquer un scandale pédophile au sein d'une communauté catholique. Les soldats traumatisés par la guerre, il faut prendre le temps d'écouter leurs paroles. Ces cauchemars que ça réveille en nous. Et puis le 13 novembre, qu'on a commémoré il y a quelque temps. Reconnaître la blessure que ça a laissée chez ceux qui l'ont vécu, mais aussi dans la société tout entière. En chacun de nous. S'attarder et regarder vraiment quelqu'un d'autre pour conjurer ces mauvais démons. Les docs, ça peut servir à ça. Le premier traumatisme qui me vient à l'esprit, c'est celui des enfants dont les adultes abusent. Parce que c'est la trahison suprême. Les scandales pédophiles ont touché périodiquement l'Église catholique. Les familles font confiance aux prêtres à qui ils confient leurs enfants. Comme les professeurs, ils font figure d'autorité, on ne les conteste pas. C'est la couverture idéale. Ils pourront régner par la terreur en comptant sur le silence de leurs victimes. Le Doc The Keeper, c'est en 7 épisodes sur Netflix. Ça commence comme une affaire de cold case, le meurtre d'une nonne, inexpliqué depuis des décennies. La série adopte une approche de polar assez efficace. Faut accrocher le public. Cependant, c'est pas ce qui m'intéresse ici. Choper le coupable ou pas, ce n'est pas la question. Ce qui est saisissant, ce sont les blessures qu'il a laissées, encore vives dans chacun des regards des femmes qui témoignent. C'est ce qui finit par vous hanter. And Magnus was there, and he proceeded to just reiterate that I was so bad that it was going to take a while before there was going to be a real answer to whether God could forgive me. And that if I emptied myself of these behaviors that were so sinful, so bad, that it would make room for God to be able to fill me with the Holy Spirit, and that I could be forgiven. The things that he was doing was sacramental, quote unquote. He talked about his come as the Eucharist. He was doing symbols on me of the crucifix with it as if it was sacred. He was also saying that his come was the Holy Spirit that I was to swallow. Vous voyez là le chantage, la perversion, terrifiante. Cette inversion de tout ce qui est juste et bon. Il s'agit pour l'agresseur de tordre le dogme pour culpabiliser sa victime, la soumettre totalement et l'empêcher de se défendre. On imagine la naïveté de cette jeune fille, ce que cette scène ravage en elle, les frontières que ça brouille. C'est abject. Le violeur devient une sorte de justicier, de messager de la colère divine contre une pécheresse qu'il prétend corriger. I remember one time he was real angry and he was raping me, and I can remember my head hitting the wall. He was really upset and angry about something, and he was really taking it out on me. I couldn't figure out what I could do because I kept feeling like every time it was over, I thought, well, maybe this time God forgave me. Le viol devient l'arme du directeur de conscience, le moyen pour accéder au pardon qu'elle doit mériter. Ce prêtre, Joseph Maskel, était une autorité dans ce lycée prestigieux de Kiev, une sorte de psychologue et de conseiller. Tout ça se produisait derrière des portes closes. Et la réalité pour ces filles, à peine sorties de l'enfance, basculait sans qu'elles aient le secours d'en parler à personne.
La domination et le pouvoir demeuraient incontestés, l'horreur bien camouflée derrière une devanture respectable et conformiste, totalement lisse, insoupçonnable. I was standing at Joseph Maskell's door and I knocked on it, and Kathy walked down the corridor behind me, and she said, "Hi, Jeannie, I didn't know you needed these services." And he opened the door, and he looked at me, and then looked over my head at her, and I went into the room, and she said, "I didn't know Jeannie needed these services." And he said, "Oh, yeah, it's been very effective, real effective." And he closed the door. She had the courage to not only address me, but she also addressed him. It was almost like she was letting him know that she was also observing. Sœur Cathy observe et ça change tout. L'impunité dont jouit l'agresseur est soudain menacée. Il y a un regard extérieur, objectif, qui va contre la distorsion morale qu'il impose. C'est à ce moment que le traumatisme trouve sa reconnaissance, fragile car il faut renverser l'emprise, reprendre le pouvoir sur des existences à la merci d'un détraqué. Sœur Cathy, c'est l'adulte qui remet le monde à l'endroit et prend soin de l'enfant au lieu d'abuser de sa position pour le bousiller. Elle devient une ennemie mortelle pour le prêtre et ses sombres secrets. Il ne la laissera pas faire. Joseph Maskell also was the chaplain for the police department, for the Air National Guard, for Maryland State Police. Maskell was covered because his brother Tommy was a respected Baltimore City policeman, and just over the city-county line, he was chaplain for the Baltimore County Police, and he was close friends with several of the police. Maskell had access to a lot of protection, and he also could maybe provide men with what they wanted. Maskell est un notable. Il est protégé de partout. Le silence, il l'impose, parce qu'à sa façon, comme Jeffrey Epstein ou Harvey Weinstein, il est un homme puissant et intouchable. Il compte des amis dans la police de sa communauté. Il sert un système qui fournit aux hommes de quoi assouvir leurs pulsions même inavouables. Les lycéennes deviennent alors une monnaie d'échange, un lien entre eux. Ce pacte vil et tacite les maintient en place dans une solidarité de pourris. So she asked me, was anyone making me do something that I didn't want to do? And I shook my head. I remember looking away, and I shook my head, and she said, is it the priest? And I looked up at her, and I shook my head, and she said, "Oh, dear God, I thought as much." And she then hugged me, and she said, "I'm going to take care of this. I want you to go home, and I want you to have a wonderful summer." Cette scène raconte l'adulte qui écoute, le geste naturel qu'on aurait devant n'importe quel enfant qui oserait cet aveu qui atomise son monde. La figure protectrice si rare qui ne met pas en doute mais qui dit « je te crois ». Sœur Cathy, c'est cette autorité bienveillante, ce refuge. Elle allait dénoncer les méfaits du prêtre, mais en brisant l'omerta et les apparences, elle allait tout risquer et y perdre la vie. L'institution est opaque, et se trouve bien ainsi. L'Église mute les criminels et les assigne ailleurs plutôt que de les exclure. La condamnation d'un aumônier pédophile n'était à l'époque pas dans les cartes, et il n'est pas sûr que le jeu ait beaucoup changé depuis. Quand sœur Cathy disparaît, la jeune Jean s'inquiète pour elle. Alors le prêtre Joseph Maskell propose de la conduire jusqu'à sa protectrice. Il la fait monter dans sa voiture et il l'emmène dans un bois reculé. Ce qui suit est d'une grande dureté. And I'm following him. And he moved over. And there's a clump on the ground, and I knew it was her. Before I knew it, I was kneeling down next to her, and there were maggots in her face. And I was wiping her face and just saying, "Please help me, please help me, please help me, please help me." And I'm like looking at my hands. And he came down real close. And he said, "Do you see what happens when you say bad things about people?" C'est glaçant. J'ai hésité à choisir cet extrait parce que c'est monstrueux. En fait, c'est Camille, mon réalisateur, qui m'a incité à le mettre. J'ai dégluti,
J'ai fait une pause. Je suis pas comme devant les méchants cartoonesques de cinéma, les psychopathes à la Hannibal Lecter. Là, c'est réel, ça a été vécu. Et ça dépasse l'entendement. On constate l'impossibilité de s'en sortir. On imagine ce qu'a pu éprouver cette jeune fille dont on a tué la seule alliée. Et la folie, la vraie, celle qui vrille le réel et inverse tous les codes. Celle qui vous prend au piège, celle qui vous bousille à vie. L'horreur quand il n'y a aucun mot pour la décrire. C'est là, c'est arrivé. Sœur Cathy a été tuée, probablement par le prêtre ou l'un des hommes qui le protégeait. Maskell a amené la jeune fille sur les lieux d'un crime pour qu'elle constate ce qui arrive quand on dit des horreurs. Débrouille-toi pour trouver une morale à ça. Le doc, qui commençait comme une enquête classique, fait soudainement ressentir le poids du meurtre. Et c'est un choc absolu. And now the abuse became worse than it had ever been. You know, there's a certain thing that you do in order to survive, and that is you leave it where it's at. You can't think it. You can't look at it. You can't do anything with it because except sever it away, put it in a box. I'm going to use the word dissociating, as if I had separated out from it. Ne reste que la fuite intérieure, la dissociation tandis que ça empire. Le temps va s'écouler, elle va grandir et remise espacée dans un tiroir impossible à ouvrir. Les souvenirs peuvent devenir irréels quand on ne les décrit plus, quand on choisit de ne pas les incarner. Les blessures cependant œuvrent en souterrain et peuvent ressurgir longtemps après. On les évite de toutes nos forces, on s'en détourne. La société tout entière a choisi en même temps que vous de les nier. À regarder cette histoire, je comprends qu'elle n'arrive pas seulement à une personne en particulier, elle arrive à tout le monde. So, in the course of X amount of months in 92, I had these memories. What I was remembering was so horrible. It was as if a 14-year-old came in and sat down next to me and started telling me what happened to her. And I was appalled. I thought for sure I was crazy. But at the same time, I was consumed by what was happening inside of me. I not only hoped that I was insane, because I would have rather it been that than this really did happen. Elle aurait préféré la folie plutôt que de reconnaître la réalité de ce qui lui est arrivé 30 ans plus tôt. Parce que c'est tout simplement insoutenable et que parfois pour survivre aux souvenirs enfouis, il faut les fuir. Le crime est toujours à l'intérieur, en train de se perpétrer sur la jeune fille de 14 ans. Et le prêtre Maskell est toujours vivant. En regard de ça, la vie quotidienne ne fait pas le poids. Tant qu'on ne se confronte pas à ce secret et à sa honte, on croit que ça peut tout exploser, mais en fait ça reconstruit. Et ça peut redonner son équilibre au monde. Quand on vit dans ce non-dit fondateur, aucune parole ne peut compter vraiment. On ne peut pas totalement avoir confiance en grand-chose. En ça, la thérapie individuelle ou la justice plus générale peuvent remplir la même fonction. Libérer la parole. I could feel it. I just kind of, as I go through the evening, something was coming. And the whole time, it's like, push it down, push it down, push it down, push it down. I loved her, and I killed her. I loved her, and I killed her. I killed her. I killed her. She had to leave the meeting. And then I could hear her out there. My sister was like, what's wrong? And I said, I killed Kathy Sesnick. C'est la victime qui porte le remords du crime. Tout le paradoxe est là, dans cette réplique étrange. Je l'aimais et je l'ai tué. C'est comme si le responsable véritable de la mort de Cathy était encore protégé, dans l'ombre. Le péché est inexpiable, car il est sans auteur. En fait, ce que Maskell lui a fait, c'est la déposséder d'elle-même. In my remembering, this is a very difficult thing to come to terms with. You start to feel as if you're ripping masks off your face and looking in a mirror as you're doing it. And it's very painful because you're not sure anymore. Who are you? Comment alors redevenir soi sous l'amas de nos masques ? Une fois que toutes les digues se sont effondrées, les blessures psychologiques ça ronge. Parfois ça vous prend tout entier. Le seul moyen d'en sortir, c'est peut-être de mettre la faute là où elle est, dans le monde, incarnée par un homme, pas en vous. Confronter le coupable devient alors une quête existentielle, une catharsis générale,
car les monstres tout-puissants qui terrorisaient les enfances et semblaient tout contrôler n'étaient que des hommes, mauvais et condamnables. People coming forward, you would think it would give you some sense of legitimizing what you're saying. But that all scared me more because it made it more real. You know, it's one thing when you think you're crazy and you're the only person that remembers this, it's pretty easy to think you're crazy. But it wasn't crazy if other people had experienced it too. And if it wasn't crazy, then this horrible thing happened to me. And if this horrible thing happened to me, oh my God. How many other girls were involved? Combien d'autres filles, en effet? Des paroles d'enfants qu'on réduit au silence pour ne pas faire de vagues. On veut pas ébranler les règles d'une école, d'une ville, d'un monde ou d'une religion. Le doc et l'enquête se poursuivent et se résolvent dans une dernière partie. Mais ce qui demeure, c'est cette impression de malaise. Devant ce silence brisé, on devine ceux qui durent encore. Au début du film, né un 4 juillet d'Oliver Stone, il y a une parade militaire, en fait c'est au générique. Ces fanfares patriotiques d'assez mauvais goût, où l'Amérique s'enivre d'elle-même. En tête de cortège, les anciens combattants défilent. La plupart sont amputés ou en fauteuil roulant, l'air triste et le sourire crispé. Ils sursautent à chaque coup de pétard. Quand les puissants exaltent la guerre, ou disent sans ciller par exemple que la France doit se préparer à perdre ses enfants, ce sont ces avenirs-là qu'ils préparent. Quand les batailles ne pourront jamais cesser dans la tête des anciens soldats. Sur la plateforme Tenk, j'ai trouvé ce documentaire, Of Men and War, de Laurent Bécu-Renard, où les vétérans se réunissent dans des groupes de parole. Leurs voix sont brisées, leur discours est parfois furieux, parfois ordurier. Pourtant, on se retrouve fasciné par ces gros plans sur des visages et leur regard perdu, poignant de vécu et de sincérité à vif. Myself and a bunch of other guys went out, checked for bodies. I remember the guy that was running along. Never found a weapon, so I don't know if that means he had a weapon. He was just a fucker in the wrong place at the wrong time. Don't know. Don't know, don't care. He was running, I shot him. Well, you care something or something goes on because it makes you feel... At the time, I didn't. Right. Yeah, we picked him up, putting him in the body bag. Big chunk of his brain fell onto my boot. Dans ses yeux brillants de remords, on voit les images qui occultent son présent. Sa stupeur dure et sa dureté se craquellent. À l'époque, il s'en foutait. Il était conditionné, robotisé. Mais il suffit que les mots reviennent pour qu'il revive en boucle ce qu'il s'est empêché de ressentir sur le moment. L'armée, c'est ça. On met sa sensibilité en pause pour accomplir une mission, même si elle est absurde. C'était le cas de l'intervention états-unienne en Irak ou au Vietnam auparavant. Ici, les soldats réalisent qu'ils furent les pions d'un jeu de dupes horrible. Le traumatisme n'a servi à rien. Ce qui frappe d'abord sur le visage de cet homme, c'est son sentiment d'abandon. I don't like having to explain to every person that I'm not crazy. And so now they know, but... So it's embarrassing. Yeah. I mean, I'm sure everybody could agree in this room that in one way, shape, or form that what we have is embarrassing as shit because you feel small. You don't feel like as strong as you used to be. You feel defective. And that's what I don't like feeling like. Like this anxiety shit fucking sucks. I fucking hate it. L'anxiété, c'est ce qui vient lorsqu'il sort de l'automatisme. Je me dis que là aussi il y a dissociation. Que les guerres et leurs exactions sont des parenthèses à enfouir, des moments où on ne se reconnaît plus. Les soldats ont commis le mal. Ils avaient même licence de le faire. Ils devaient être forts, infaillibles et froids comme des automates. C'est ainsi qu'on les a conditionnés, façon Full Metal Jacket ou Call of Duty. Les regards saturés de morceaux de bravoure. Dans le mouvement obsessionnel de ses mains sur la table, on voit l'effarement sans cesse recommencer. L'autre côté du miroir. On some days, you're trying to formulate a plan, and You can't. you can't. And the response from her would be, "Why can't you just change? Why can't you do that?" Like, Yeah.
Why can't you just? Why can't you just? okay, why well. can't you just understand that it's I've seen and I've done, and you're constantly telling me to be what I used to be. What I used to be didn't go through that. Didn't go through that at all. You know. First question was, did you kill somebody? Second question is, why did you kill them? The third question is, if there was any other way or any other route, would you taken it? Dans les questions que sa femme pose à son mari, c'est le reflet de sa conscience à lui qui bug. Ce sont précisément ces doutes que les batailles effacent. L'ennemi est désigné, il le tue, c'est simple. Sauf que lui, où est-il? Où s'est-il perdu de vue dans ce qu'il a traversé? Peut-il être encore celui d'avant, celui qui n'avait pas vu tout ça? Il croyait qu'il était du bon côté du monde, quand il avait encore des réponses et une structure, un bien ou un mal à servir. Il n'y a pas de réponse en enfer, pas de logique, pas de morale. Juste un cœur qui ne sait plus pourquoi il bat encore. The guy cost me my marriage. I would take things out on my daughter or my wife. You know, I'd get angry and snap at them. I was just mad. I'd wake up and I'd be pissed off. Didn't even know why. Had no reason to be pissed off. Fuck, you woke up. Be happy, you woke up. You're home. Couldn't see that. I was stuck there for a long ass time. Didn't realize it. Stuck there. In Iraq, just everything was Iraq this, Iraq that. Everything related to Iraq. Durant tout le doc, ces hommes ont des éclats de colère. Ils parsèment leurs phrases d'injures, des fuck à tout bout de champ. C'est leur dernière défense. Leur parole est douloureuse toujours. Quand ils reviennent, ils retrouvent l'existence qui a continué sans eux. Il ne leur reste que la rage et l'impuissance. Alors les ménages éclatent. À demi-mot, ils admettent se défouler sur leurs gosses. Ils sont des bombes à retardement. Ils ne savent plus comment fonctionner. Le système militaire les a vrillés. I was like, fuck me. I couldn't imagine being on the other end of that. And I was like, well, we're gonna be in there. We're gonna see the aftermath, and sure shit, we did. Some of the guys thought it was funny to fucking take their 50 cals and just fucking go through and just blast apart the charcoal. And I was like, fuck, they're dead, man. What the fuck are you doing? Like, motherfucker killed me, you know. It was bad. It was not good at all. Quand on a des souvenirs comme ça, quel lendemain peut faire le poids? On imagine ces types qui donnent le change. La masculinité toxique, la meute macho qui tire sur des cadavres pour se donner une contenance. Ils se sont retrouvés piégés dans une spirale abjecte, condamnés à la surenchère pour ne pas assumer vraiment ce qu'ils font. Le jugement viendra plus tard. Sans doute dans le récit qu'on en fait d'une voix qui tremble. Je ne sais pas si la parole libère, mais au moins elle révèle ce qu'ils ont vécu. He looked up at me and he goes, am I gonna be okay? And he's all, I got a daughter I haven't seen yet. And it was really weak. He called me mom. And I was like, okay. So he's calling for his mother. Yeah. Chaque scène décrite est forte, graphique, souvent insoutenable. Tous les mots pourtant simples apparaissent chargés. Sur leurs traits s'inscrivent la trace de chacune des secondes qu'ils décrivent. Une vérité puissante et élémentaire s'en dégage à chaque fois. Qu'est-ce que c'est un humain à ses derniers instants? Il pense à sa femme, à sa fille qui va naître, à sa mère. Pas à la cause abstraite ou fumeuse qu'il sert. Il ressemble à tout le monde, ce jeune mec qui meurt. Il est chargé de ses amours et de tout ce qu'il perd, tout ce qu'il aurait dû être. Je me demande si au milieu des récits de bains de sang et de chair brûlée, c'est pas ce qui me bouleverse le plus. Dans Impitoyable, de Clint Eastwood, il y a cette réplique. C'est pas rien de tuer un homme. On lui prend tout ce qu'il a été et tout ce qu'il sera jamais. They hosed him. The two guys got killed, the lady fucking lived. But we killed the fucking breadwinners of that family. The ones that really cared about that family. And so we fucking kind of felt guilty about it. And we would come and we would bring presents and give them money and shit like that. And then one day, it was fucking like
The oldest girl, it was her birthday, and we asked her, hey, if you could have anything, what would it be? She said, you know, I want my dad back. I wish you guys would leave us alone. I wish America would leave. And, you know, and I hate you guys. And I thought about it when I slept. I thought about it when I shit. I thought about it when I took a shower. I thought about it when I was with my kid. I thought about it when I was making love to my wife. You deal with something like that and it still fucking kills you inside. Oui, ça ronge de l'intérieur. Parce que c'est pas du virtuel. C'est pas des ombres sans histoire qu'on assassine comme dans les jeux vidéo. On tue sa famille aussi. Sa communauté, son village. Quand un désastre arrive, il survient pour tout le monde, souvent sur plusieurs générations. Il n'y a pas de réparation à ça. Ceux qui ont commis ce crime, même sous un drapeau, doivent assumer la haine qu'ils ont éveillée. Ces hommes se débattent tous avec cette obsession, celle du pardon impossible. And start yelling at her to get the fuck up. I'd be like, get up. And she's like, what the fuck are you on? What's wrong with you? And I'd be like, get up. And she's like, it's okay, nothing's happening. I'm like, just get up. And yelling at her to stand at attention and shit. Were you feeling, well, what were you feeling? It was war again. In my head, these motherfuckers were watching us. Next door neighbors had some shit to do with it. You know, I was out with my 9mm pistol, dressed in fucking camo, in the balcony all night long, at the fucking low ready. On voit bien qu'on n'en revient jamais. C'est ce dont les dirigeants ne parlent pas quand ils rêvassent de grandes conquêtes. Quand on a été confronté à cette violence, ça laisse des traces et ça rend dingue. C'est lointain les batailles souvent, enfermées dans des cartes, avec une date de début et une date de fin. Mais c'est jamais le cas en vérité. Ça s'attaque à des intériorités et ça blesse durablement. Quelque chose s'est arrêté le soir du 13 novembre 2015. La musique fait partie de mon quotidien. Et les concerts sont une bulle où on s'aperçoit qu'on est ensemble, unis avec d'autres par une forme d'art. C'est ce que je connais de plus beau et de plus noble. C'est quelque chose de précieux et de sacré. Pendant les commémorations, en voyant le chanteur des Eagles of Death Metal s'avancer et chanter You'll Never Walk Alone, j'ai senti un grand frisson. Et la douleur était encore là. À moi qui ne l'ai pas vécu, mais qui suis de ce temps-là. J'aurais pu me trouver sur les terrasses ou au Bataclan. J'en connais qui y étaient. Et ils me ressemblent. J'ai rarement ressenti cette proximité. En regardant la série Des Vivants sur France Télévisions, sur les otages qui ont subi le dernier assaut du Bataclan, j'ai retrouvé la même mémoire intense de ce moment. Le traumatisme était encore là. Pour les rescapés, bien sûr, pour les témoins, mais aussi pour les gens qui, comme moi, ne trouvaient pas le sommeil cette nuit-là, collés à leur télé, en état de choc. On sous-estime les traces que ça laisse en soi. Un doc explore précisément ça, faisant témoigner des gens sur la durée, tous les 2 ou 3 ans, pour voir comment cette tragédie a marqué leur existence. Ça s'appelle 13 novembre, nos vies en éclats de Valérie Mans, et ça résonne encore très fort. Et j'ai vu des gens tomber, plein de gens tomber, et à ce moment-là, j'étais toujours en train de penser que c'était des pétards, mais je comprenais pas pourquoi les gens tombaient. En fait, je me disais que c'était pour se cacher. Et d'un coup, tout le monde a commencé à courir dans tous les sens et je comprenais toujours pas. Mais en même temps, je continuais à fumer ma cigarette tout en regardant ça. Comment on réagit quand ça arrive ? On comprend pas tout de suite ce que nos yeux captent pourtant. Il y a toujours ce moment d'incrédulité quand les déflagrations surviennent dans un pays en paix. On se rattache à ce qu'on connaît. Ce sont des pétards sans doute ou des feux d'artifice. L'horreur ne fait pas partie de notre réalité. L'horreur, ça passe à la télé, c'est loin, c'est dans les films, jamais en bas de chez nous. Je m'aperçois que j'ai été très calme dans toute la soirée, à relativiser. Et au moment où j'essaie de dormir, je vois que, en fait, j'y arrive pas. Et que là, émotionnellement, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je me mets à pleurer, j'ai des gros mouvements de... Enfin, j'ai des spasmes, j'ai des grosses vagues d'émotions qui m'arrivent. Et donc, tout ce que j'ai dû retenir avant arrive massivement à ce moment-là. Vous voyez, je le revis un peu, là. Et non, c'est un peu fort, ouais. La dissociation, à nouveau, devient une défense instinctive. Ce jeune homme était là pour un rencard. Il a porté secours à des blessés, presque calmes et à distance, comme si ça lui arrivait pas à lui. L'esprit en pause, en mode survie. Et puis les pensées et les mots reviennent. Les scènes trouvent leur sens, insoutenables.
Chaque phrase est chargée d'images affreuses, à la manière des anciens combattants d'Irak, ou dans la description précise des viols qu'on a vus dans les films précédents. Les blessures psychologiques vont se rejouer dans le corps par la force des mots. J'avais croisé le regard d'un gamin qui était par terre et là j'ai compris dans quoi on était réellement parce que c'était clair pour moi, il est mort. Je sais pas comment on comprend ça automatiquement parlant, mais j'ai eu aucun doute, il était mort. Il y avait une tache de sang à mes pieds, je me suis allongé dedans à côté de la gamine. Et puis là, je lui ai tenu le bras. On s'est présenté, on a réussi à chuchoter des petits mots. Je lui ai demandé comment elle s'appelait, elle m'a demandé comment je m'appelais, elle m'a donné son groupe sanguin. Je lui ai demandé si elle avait connu l'amour, parce que ça me paraissait être une chose importante. Elle semblait être de l'âge de mes fils, enfin de mon grand. J'ai donné 22 ans. Et là, on s'est dit, ça y est, c'est bon, on est parti pour la nuit. Au milieu du cauchemar, l'humanité murmure. Des noms, des groupes sanguins, des gestes disent qu'on n'est pas piégé là. Ça peut paraître incongru, ce mec qui demande à cette jeune fille si elle a connu l'amour. C'est un réflexe de protection, de père, comme il le dit, pour lui faire penser à autre chose, pour lui dire qu'elle n'est pas que ça. C'est humain, c'est pas grand-chose, mais ça m'a ému aux larmes. Les assassins avaient toute leur propagande abjecte pour justifier leurs crimes dans des hurlements fanatiques. Mais ces mots échangés sont beaucoup plus forts. Je suis une vraie passoire. Et encore maintenant. Ah oui, j'ai l'impression que j'étais en permanence assis dans la cuisine ou en train d'essayer de dormir. J'ai essayé de retrouver pendant 3 mois ce qui faisait que j'étais un être humain. Essayer de me laver avant de puer, de manger avant d'avoir faim. En une semaine, j'avais perdu 10 kilos. Mais j'étais loin, très très loin. Très très loin de ma norme et de la réalité. C'est ça que ça fait. Ça éloigne. Le quotidien, quand il reprend, doit sembler complètement vain. Comment retrouver le sens des gestes les plus anodins quand on a vécu ça ? On imagine les jours automatiques, les heures absentes, comme celles des soldats qui reviennent au pays et doivent reprendre leur vie d'avant. Sauf que les victimes des attentats n'ont pas choisi ce destin. Il y a là une forme d'absurdité dont il doit être très dur de revenir. Se convaincre que ça vaut la peine de simplement continuer. Un laps de temps très court, il y a une espèce d'information énorme qui arrive d'un seul coup. Comme ça, un peu comme un camion dans la gueule, en fait. Ça... Évidemment, on se baigne et on se nourrit de toutes ces informations qu'on peut voir à la télévision, sur les chaînes d'infos, à la radio, ce qu'on va chercher sur Internet, les images parfois gore du Bataclan qu'on trouve de façon fortuite. Il y a un double sentiment, enfin, le sentiment où, à un moment donné, j'ai vu quelque chose qui était horrible et j'ai vu une certaine réalité. Et puis un sentiment aussi un peu de honte, de dire pourquoi t'as été chercher ça. Ces questions-là, je me les suis posées à l'époque et je me les pose encore maintenant. J'étais dans la même position que lui, figé, hypnotisé, j'essayais de comprendre. Le flot d'images me submergeait, pourtant j'éteignais pas les écrans. Je me retrouvais comme beaucoup, un peu voyeur, un peu morbide. Ça entretenait l'incertitude, la peur et le chagrin. Ça confinait dans le trauma collectif et ça faisait mal. Ça parlait trop vite. La gauche acceptait la déchéance de nationalité, la droite confondait l'islam avec les terroristes. Et nous, on se retrouvait paumés au milieu. Le chaos, ça dure quand ça s'installe dans les consciences. Ça fait de l'audience aussi. Alors on l'entretient sur des jours et des semaines, peut-être même sur 10 ans. Et nous, on se débrouille pour essayer d'y voir encore quelque chose. J'ai beaucoup de clients qui, dans leur panique, ont perdu le contrôle de leur sens. Ce qu'on appelle une accomitance, un blocage de leur vision, un blocage de leur pupille, un blocage de leur oreille interne. Les gens, intrinsèquement parlant, physiologiquement parlant, leur corps avait changé, la gestion de leur sens avait changé. Je découvrais que ils avaient tous quelqu'un qui avait été touché, que ce soit à la Belle Équipe, que ce soit au Carillon, que ce soit au Bataclan. On le dit jamais, ça. C'est pas seulement votre tête que ces traumatismes attaquent. Ils s'inscrivent dans votre corps. Ce qui compte, c'est pas seulement ce que vous avez vécu, mais de quelle façon ça vous a fait mal. Pour de vrai.
Les pathologies bien réelles que ça crée, quand un événement comme ça devient un marqueur, un cataclysme sociétal. Avec ces phrases bateaux qu'on entend partout, on se souviendra toujours de là où on était quand on a entendu la nouvelle. Qu'est-ce qu'on s'en fout au fond de là où on était? L'important, c'est ce que ça a distillé en nous, comment on a dormi depuis. Est-ce qu'on repère les sorties de secours à l'entrée des salles de spectacle? Comment ça a changé notre perception de la réalité? Et en ça, les chaînes info et les réseaux décuplent les blessures psychologiques, en particulier chez les enfants, mais pas seulement. Et j'ai vécu dans quelque chose de surmultiplié, d'atroce, Et donc je sais plus ce que je dois faire. Et c'est pour ça qu'aussi ça m'a impacté. Quand je vous dis tout vole en éclats, c'est que à un moment, je suis à 2 doigts d'arrêter ma carrière professionnelle. On est à 6 ans, on n'est pas sorti, hein. On n'est pas sorti, quoi. Alors que naïvement, je pensais que les choses allaient reprendre leur cours. Non, même après longtemps, on n'est pas sorti. C'est ce qui m'a frappé pendant la cérémonie de commémoration. Ça ravivait les émotions, les blessures du moment. Même pour moi, qui n'en étais qu'un spectateur, le fameux passé qui ne passe pas, celui qu'on ne sait pas comment encaisser. Ces films sont la démonstration d'un concept vieux comme le monde, la catharsis. Ces sujets pourtant lointains, qui, lorsqu'on en soutient le spectacle, finissent par se jouer en vous. Parce que les mots et les visages, ça s'incarne dans le monde et dans notre réalité. L'étymologie du mot « récit », c'est l'action de raconter. La narration devient alors un engagement. On fait le geste d'accueillir une histoire en soi. On abolit la distance. Je deviens l'autre. D'un seul coup, vous l'avez dans le regard, la jeune fille violée par un prêtre dans l'Amérique des années 60. Le fardeau d'un soldat qui revient avec la culpabilité des crimes dont il a été témoin. Vous la ressentez. Et l'histoire, celle qu'on enferme dans les livres, qu'on met en scène dans les films, vous la voyez s'écrire dans une inflexion de voix, sur des traits, dans des yeux ou dans des sanglots. Vous ne l'oublierez jamais, parce que ce sont des gens, pas des concepts. Ces documentaires sont éprouvants, mais au bout du compte, il y a cette identification et cette empathie profonde. Les douleurs, comme les beautés, sont ce qui nous unit. On s'appartient les uns aux autres. On est en lien, même devant l'horreur. C'est ainsi qu'on est humain. Alors si vous voulez continuer d'être humain avec nous, abonnez-vous à Blast et nous on se revoit au prochain Doc Doc Doc. And if these wings don't fail me,